Donc, bonjour à tous. On va commencer la séance. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Laurence Mador-Bellemare. Je suis chargée de projet à la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. C'est moi qui présenterai le projet d'obtention du statut de paysage humanisé aujourd'hui. L'objectif de la séance cet après-midi, c'est de vous informer quant au projet de paysage humanisé qui est en cours de développement, puis de solliciter votre participation à la consultation publique qui est maintenant ouverte. Puis, pour faire ça, je vais commencer par vous introduire aux Montérégiens de la CMM. On y verra la richesse de leur patrimoine naturel puis les motifs qui justifient le développement du projet de paysage humanisé. Je vais enchaîner en vous parlant de comment le territoire visé par le projet est habité par le biais de l'occupation du territoire et des activités prédominantes. Je vais poursuivre avec la définition du statut de paysage humanisé avant de vous parler des travaux en cours avec la demande de reconnaissance qui fait l'objet de la consultation. Puis je vais terminer en expliquant les étapes du projet en passant par la consultation qui est en cours. Finalement, à la fin de ma présentation, il y aura une période de questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat ou des commentaires aussi, on pourra les lire à la fin. Il y aura un moment alloué là, pour la réponse aux questions, c'est ça à la fin de ma présentation. Par contre, on ne répondra pas aujourd'hui aux questions sur des cas particuliers. Pendant la période de questions, on va se concentrer sur les questions plus générales. Pour ce type de questions-là, il faudrait plutôt écrire à l'adresse consultation avec un S à cmm.qc.ca. Puis l'adresse courriel, elle va être affichée pendant la période des questions à l'écran. Donc, je commence tout de suite avec l'introduction aux Montérégiennes. Donc, reliées par leur origine géologique commune, les Montérégiennes, ils forment un ensemble de 10 collines. Ils s'étendent sur une distance de 245 km. Au nord-ouest, c'est ça, on retrouve les collines d'Oka. Puis au sud-est, on retrouve le mont Mégantic. Ils sont situés dans la partie la plus densément peuplée du Québec. Puis des 10 collines montérégiennes, il y en a 5 qui se situent sur le territoire de la CMM. Elles sont toutes visées par le projet de paysage humanisé que je vous présente aujourd'hui. On parle des collines d'Oka, du Mont-Royal, du Mont-Saint-Bruno, du Mont-Saint-Hilaire et du Mont-Rougemont, en fait, la partie CMM du Mont-Rougemont. Si vous souhaitez accéder aux cartes qui détaillent les espaces visés par le projet sur les collines individuellement, sont toutes disponibles sur notre plateforme consultative, puis je vais vous amener à naviguer sur notre plateforme à la fin de la présentation pour vous aider à vous y retrouver. Donc, ceci étant dit, les 5 collines montérégiennes de la CMM comprennent un patrimoine naturel qui est aussi riche que fragile. Quand on parle de la richesse de leur patrimoine naturel, on pense par exemple à leurs écosystèmes diversifiés, à leur rapport à la connectivité des milieux naturels ou par exemple à des services qu'elles rendent comme la filtration de l'eau ou l'amélioration de la qualité de l'air. Dans la demande de reconnaissance de paysage humanisé qui fait l'objet des consultations en ce moment, nos biologistes ont fait une analyse complète là, des composantes naturelles qu'on trouve sur les 5 collines de la CMM. On voulait surtout souligner aujourd'hui, à partir de leur analyse, l'intérêt de protéger les montérégiennes en attirant votre attention sur le fait qu'on a quand même un couvert forestier de 57 sur le territoire visé. Ça comprend entre autres des peuplements matures, dont 25 écosystèmes forestiers exceptionnels. On a aussi plusieurs milieux humides qui sont visés. On parle de plus de 800 hectares. Même chose aussi pour les terrains en friche. On a plus que 450 hectares qui sont visés par le projet. Puis en complément de ces constats-là, concernant leur biodiversité, on retrouve sur les montérégiens de la CMM 47 espèces fauniques, puis 89 espèces floristiques en situation précaire. Concernant la connectivité, les cartes à l'écran nous montrent 2 indices de connectivité à des échelles différentes. À gauche, on a à l'échelle locale, puis à droite, on a à l'échelle régionale. On voit que les montérégiennes se démarquent par leur connectivité aux 2 échelles. À l'échelle locale, à gauche, je vous pointe avec mon curseur en ce moment les collines d'Oka, le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno, le Mont-Saint-Hilaire et la partie de la CMM, la partie du Mont-Rougemont sur la CMM. Même chose pour la connectivité régionale, on voit quand même un indice intéressant aux collines d'Oka ici. Au Mont-Royal, l'indice est un peu plus faible, mais il est quand même intéressant vu qu'alentour, on retrouve très peu de connectivité. On a aussi le Mont-Saint-Bruno qui est juste ici, le Mont-Saint-Hilaire un peu à sa droite et le Mont-Rougemont un petit peu au sud de ça. Par contre, là, même si ce patrimoine naturel-là il est remarquable, il est quand même vulnérable. Puis vu sa fragilité face à certaines pressions qu'il subit, dans la demande de reconnaissance de paysage humanisé, on a documenté les pressions qui sont présentes.
On parle soit de pression pour le développement, que ce soit résidentiel, commercial ou pour tout type d'infrastructure, par exemple, aussi de manifestations de visions différentes quant à l'utilisation du territoire, hein. Ce pas tous les mêmes interlocuteurs qui ont la même vision du développement. On argumente aussi l'impact des activités récréatives touristiques. On parle souvent de piétinement de milieu naturel dans cette section-là. Sinon, il y a aussi question de l'exploitation non durable des ressources, de prolifération d'espèces envahissantes, de dégradation de milieux humides, de fragmentation de milieux naturels, de besoin de résilience face au changement climatique aussi. Les habitats des espèces sont perturbés, alors le maintien des services écologiques pourrait l'être aussi. Finalement, il y a aussi question de vulnérabilité des patrimoines, par exemple paysagers puis agricoles. Ce patrimoine culturel-là est aussi intimement lié là, à la présence de la nature. Alors, suivant ces explications-là, vous comprendrez que ce qui motive le projet, en fait, c'est le caractère remarquable puis l'unicité des Montérégiennes conjuguée aux pressions qu'elles subissent. C'est ce qui nous a poussé à développer le projet de paysage humanisé. Donc, je vous ai exposé le fait que les Montérégiennes sont un réservoir de biodiversité majeur du Grand Montréal, mais les Montérégiennes sont aussi bien plus que ça. Ils ont certaines particularités notables qui valent un petit détour explicatif. Par exemple, ils ont une origine géologique commune qui est rare à l'échelle planétaire. Sont composés de roches ignées qui viennent de la même poussée magmatique qui a eu lieu il y a 125 millions d'années. Puis l'érosion causée par le retrait de la mer de Champlain les ont rendues saillantes avec des terres fertiles sur leur piémont. C'est aussi les seules variations topographiques dans la plaine où se situe la CMM. C'est en fait des marqueurs paysagers emblématiques. Puis le lien d'attachement entre la population et les Montérégiennes est fort aussi dû à l'historique de développement qui est intrinsèquement lié à la nature. Puis on remarque aussi cet attachement-là, par exemple, dans la toponymie. Second motif de protection des collines aussi, on a l'objectif de protéger 30 du territoire pour 2030. C'est un bon outil pour contribuer à ça. Maintenant, quiconque est déjà allé sur les collines puis leurs piémonts sait que quand on parle des collines montérégiennes, on ne parle pas de milieux naturels vierges. Les montérégiennes comprennent des milieux naturels puis semi-naturels qui sont habités. Fait que dans l'espace qui est visé par le projet, on a analysé la composition du territoire sous 2 angles pour valider l'admissibilité selon le critère du ministère de l'Environnement. On a analysé la couverture du sol pour commencer. Ça, c'est les composantes qui recouvrent la surface du sol, puis aussi l'utilisation du sol. Ça, c'est l'activité prédominante qu'on retrouve au rôle foncier. Les 2 analyses ont montré que les composantes naturelles puis les usages récréatifs ou agricoles sont les plus représentés sur les collines et leurs piémonts. Ces usages-là sont compatibles avec un projet de paysage humanisé. Donc, en image, si on résume notre analyse, quand on parle des Montérégiennes, on parle d'une cohabitation entre humains et nature qui comprend des espaces de ressourcement de grande qualité qui sont rendus disponibles par la présence abondante de couverts forestiers et de milieux humides. On parle aussi d'une valeur économique importante des activités associées à la nature. On parle d'usages agricoles, touristiques qui sont prédominants, donc on est en plein là-dedans. Sinon, on note aussi une urbanité dynamique au pourtour des collines. Fait que, bref, il est à retenir de notre analyse que les activités les plus représentées dans l'espace visé par le projet sont les activités agricoles puis récréo-touristiques. Concernant l'agriculture, elle se pratique depuis vraiment longtemps sur les Montérégiennes. Il y a plusieurs activités agricoles comme la sériculture, la pomiculture, la viticulture ou l'élevage laitier qui ont cours depuis le 19e siècle. Les arbres fruitiers, sont particulièrement avantagés aussi par les sols fertiles des Montérégiennes. Suite au retrait de la mer de Champlain, ça a laissé des dépôts meubles qui rendent ça particulièrement propice à ce type d'exploitation-là. Concernant les activités liées au tourisme puis aux activités de plein air, on peut carrément dire qu'elles existent vu la présence des milieux naturels qui sont un atout majeur des Montérégiennes. Bref, pour la pérennité et la vitalité de ces 2 activités prédominantes-là, donc les activités agricoles puis récréatives, on dépend de la santé des milieux naturels. Donc, ça m'amène à vous parler du projet de paysage humanisé qui est en cours de développement. Mais avant de vous expliquer le projet, je vous explique c'est quoi un statut de paysage humanisé. En fait, le ministère de l'Environnement duquel le statut relève applique le cadre de référence de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça, c'est l'autorité mondiale en matière de statut, en matière d'art protégé, parce que le paysage humanisé, c'est une art protégée. Puis l'Union internationale pour la conservation de la nature classifie les aires protégées en 6 catégories. La première, c'est la plus stricte, la 5e, c'est la plus flexible, puis le paysage humanisé se retrouve dans cette 5e catégorie-là, la plus flexible. C'est une catégorie d'aires protégées avec laquelle on n'est pas habitué de travailler au Québec. Il y en a juste une, c'est à l'île Bizarre. C'est une aire protégée qui vise surtout l'équilibre des activités dans le milieu naturel à habiter. Fait qu'on est assez loin d'une approche de protection de type cloche de verre qu'on trouverait par exemple dans une réserve naturelle. Ici, on aspire plutôt à tendre vers la durabilité.
Donc, je vous épargne la lecture de la définition de la loi, là, mais retenez simplement qu'avec ce type d'aire protégé-là, plutôt que de protéger un écosystème en le laissant à l'écart de l'intervention humaine, ben, le paysage humanisé, ça vise à préserver la biodiversité en assurant l'équilibre entre les milieux naturels puis les activités. Pour bien expliquer comment le paysage humanisé s'insère dans le contexte des Montérégiennes, j'ajoute aussi que le projet est articulé autour d'aires protégées plus strictes, comme par exemple les parcs nationaux, réserves, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt. Concernant la hiérarchie des aires protégées de l'IUCN, on voyait tantôt qu'il y a des aires protégées plus strictes. Donc, nous, on est allé articuler ça autour de ça pour compléter le réseau d'aires protégées existant. Donc, ajouter au pourtour une nouvelle catégorie d'aires protégées plus flexible. Donc, en résumé, là, on veut utiliser les aires protégées existantes plus strictes comme colonne vertébrale du projet. On veut faire rayonner leur activité de conservation au-delà de leurs limites avec une aire protégée moins stricte, mais complémentaire de type paysage humanisé. Fait qu'on peut voir le projet un peu comme la création d'une zone de rempart de conservation plus permissive autour de noyaux de conservation plus durs. Donc, ceci étant dit, le paysage humanisé, c'est l'outil de protection le plus adapté à la réalité des Montérégiennes, vu qu'il vise spécifiquement à protéger puis valoriser les milieux naturels habités. C'est aussi un projet qui engage une transition vers des pratiques durables et exemplaires dans une démarche d'amélioration continue. Ça veut dire qu'on va mettre en place une approche incrémentale puis collaborative pour tendre vers la durabilité. Avec ce type d'aire protégé-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit avoir des objectifs communs, mais pas nécessairement être parfait dès le jour 1. Il faut tendre vers la durabilité puis mettre des mesures en place pour aller dans cette direction-là. Fait qu'en d'autres mots, ce statut-là, il permet la poursuite d'activités agricoles et récréotouristiques qu'on amènera à tendre vers la durabilité. Concernant la finalité du projet, eh bien, on vise l'obtention du statut de paysage humanisé, qui est une aire protégée d'une durée de 25 ans minimum. Puis ça permet la poursuite des activités tout en améliorant la condition de la biodiversité. Maintenant que je vous ai introduit à ce qu'est un paysage humanisé, je passe au contenu de la demande de reconnaissance en cours d'élaboration. La demande de reconnaissance, c'est le premier document qu'on va déposer au ministère de l'Environnement pour savoir si le projet est admissible. Il y aura un plan de conservation qui sera plus concret à faire plus tard, suivant la réception d'un avis d'admissibilité du gouvernement. Alors, l'énoncé de vision qui a été développé pour la demande de reconnaissance visait surtout à actualiser les ambitions de conservation qui avaient été identifiées pendant le premier colloque qui a porté sur les collines. Fait que l'énoncé traite maintenant de préoccupations plus contemporaines comme le maintien de biens et services écologiques, le besoin de résilience face au changement climatique, la responsabilité partagée quand on parle de conservation, c'est pas juste l'affaire des administrations, maintenant ce serait aussi l'affaire des citoyens puis du gouvernement, puis aussi du caractère patrimonial et distinctif de chaque colline qu'on va faire ressortir avec le projet. Donc, pour concrétiser cette vision-là, on a structuré le projet sous 4 grandes orientations. La première, reconnaître, protéger, mettre en valeur la biodiversité, c'est l'orientation principale, la plus importante. La deuxième concerne les activités agricoles, donc elle vise à contribuer à sa pérennité, à la valorisation puis au dynamisme des activités agricoles. La troisième concerne les types de patrimoine autres que naturel, donc les patrimoines culturels, paysagers, bâtis. On vise à reconnaître, protéger, mettre en valeur ces types de patrimoine-là. La quatrième aspire à consolider les activités récréotouristiques en respect de la capacité du parc des milieux naturels. Puis, le but sous-jacent du projet, vous l'aurez compris, ce sera de prioriser la protection de la biodiversité. Ces 4 orientations-là ont chacune de 3 à 7 objectifs associés. Ils vont être centraux dans le plan de conservation qui devra être produit l'an prochain là, sur réception de l'avis d'admissibilité du gouvernement. Donc, je voulais vous mettre un aperçu de leur composition, mais je vais vous laisser aller les découvrir dans la documentation qui est disponible en ligne que je vais vous montrer dans un instant. Donc, concernant la gestion du paysage humanisé maintenant, le ministère de l'Environnement, il octroie le statut puis il veille au respect des objectifs de conservation en demandant un bilan aux 5 ans. Les administrations, elles, devront ajuster leurs outils d'urbanisme pour les rendre conformes au plan de conservation qu'ils auront développé avec nous. Les propriétaires, eux, ils garderont la pleine jouissance de leurs droits dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ça, c'est inchangé avec le projet. Mais plus concrètement, pour les propriétaires qui se trouvent dans le périmètre du projet, ça signifiera aussi
d'avoir accès à 2 processus consultatifs. Le premier est en cours en ce moment. Il concerne davantage l'intérêt du projet. On vous parle de l'énoncé de vision, des grandes orientations. Le prochain processus consultatif, lui, va porter sur le plan de conservation, donc sur les interventions qui auront été retenues. Puis, pour les propriétaires aussi, la ville va rester le guichet unique en cas de demande de permis puis d'analyse de conformité. Il n'y a pas de lien direct avec le ministère, donc pas de formulaire, pas d'autorisation, pas de déclaration à faire au ministère de l'Environnement en cas de travaux sur une propriété qui est dans le périmètre visé par le projet. Le quatrième, c'est le plus intéressant. Donc, les propriétaires pourront bénéficier des mesures de soutien et d'accompagnement pour des mesures de conservation qui auront été déterminées dans le plan de conservation. Fait que le projet de paysage humanisé, ça va comprendre des modifications des règlements vu qu'on parle quand même de la création d'une aire protégée, mais le projet est quand même beaucoup plus que ça. C'est important de retenir qu'on vise un projet complet avec aussi des mécanismes de concertation renforcés, des incitatifs à conservation, puis de l'accompagnement pour mener des actions de conservation aussi. Donc, je termine la description du projet de paysage humanisé en vous parlant des résultats attendus à 3 échelles. Donc, à l'échelle de la société, on parle de la conservation de réservoirs de biodiversité interreliés d'intérêt dans le sud du Québec, la contribution active aux luttes au changement climatique, puis aux objectifs internationaux de conservation. Donc, le 30% de 2030, c'est ici qu'on voit l'objectif se concrétiser. Après ça, on parle d'accès à des milieux naturels protégés pour des activités récréotouristiques, de reconnaissance et de protection de plusieurs pans du patrimoine collectif, donc pas juste le patrimoine naturel ici, le patrimoine culturel aussi, puis la création d'un modèle de relations harmonieuses entre les activités naturelles et anthropiques. Aux agriculteurs et propriétaires, on offre du soutien pour faire face aux enjeux contemporains en matière de préservation de la biodiversité puis de changement climatique. On vise aussi la pérennisation et la valorisation des activités agricoles en tant que composante économique, paysagère, culturelle d'intérêt associée aux collines montérégiennes. Puis il y a aussi la création d'opportunités de développement économique. Pour les résidents, on parle de la création d'un milieu unique qui rehausse le sentiment de fierté et la qualité de vie parce que ça vient renforcer les bienfaits rendus par les écosystèmes sur la santé physique et psychologique. Puis aussi, il y aura l'établissement d'un espace de dialogue inclusif là, pour contribuer à une cohabitation harmonieuse au sein du paysage humanisé. Donc, j'arrive maintenant à la dernière partie de la présentation, qui est l'explication des étapes du projet puis la consultation qui est en cours. Donc, le projet, conformément à la loi sur la conservation du patrimoine naturel, devra franchir plusieurs grandes étapes. Donc, la première, c'est la préparation de la demande de reconnaissance. Ensuite, il y a une consultation publique assez générale sur l'intérêt du projet, les grandes orientations, l'énoncé de vision que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Ensuite, il y a la dépôt de la demande de reconnaissance au ministère de l'Environnement pour analyse. Après, sur la réception de l'avis d'admissibilité, on pourra préparer un plan de conservation avec les comités de travail locaux, le ramener en consultation publique, cette fois-ci sur les interventions, les actions du plan de conservation qui auront été déterminées, le déposer au ministère de l'Environnement pour analyse, pour finalement viser l'octroi du statut. Donc, en ce moment, on est vraiment dans les premières étapes du processus. Le projet va plus prendre forme rendu au plan de conservation, donc à partir de l'an prochain. Donc, plus spécifiquement, en ce moment, on est rendu à l'étape de la consultation publique, comme vous l'aurez compris. Donc, concernant la consultation qui est en cours, elle est ouverte jusqu'au 29 octobre. Puis on invite n'importe quelle personne intéressée par le projet à s'exprimer sur notre plateforme participer.cmm.qc.ca. Puis vous allez trouver du matériel informationnel complet pour vous permettre de comprendre plus en profondeur le projet. Fait que bref, on vous invite à participer à notre consultation. Puis pour faire ça, vous pouvez lire la documentation, répondre à un sondage, déposer un mémoire ou des commentaires écrits. Puis il y aura aussi en janvier des séances publiques d'audition des mémoires auxquelles vous pourrez assister ou aller faire des présentations. Fait que je vais vous montrer rapidement de quoi l'interface de notre plateforme a l'air et comment naviguer avant de passer à la période de questions. Donc là, on se trouve sur la plateforme consultative de la CMM. Premièrement, il faut aller sélectionner le projet de paysage humanisé des collines montérégiennes. Donc, on arrive à cette page-là. À gauche, vous voyez une description du projet, un rappel des collines qui sont visées. C'est les collines sur le territoire de la CMM, comme je vous ai dit en introduction. Puis, on vous invite à venir participer, puis on vous laisse un petit mot sur c'est qui la communauté métropolitaine de Montréal.
Donc, à droite, les 4 onglets ont des fonctionnalités différentes. Sinon, les 2 premiers sont davantage informatifs, puis les 2 du bas sont davantage participatifs. Donc, on va les regarder un à un. Le premier, concernant la documentation, vient centraliser toute l'information sur le projet. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse courriel consultation@cmm.qc.ca. Euh, Ici, les documents qui sont disponibles, le premier, c'est la demande de reconnaissance préliminaire. C'est la version intégrale. C'est quand même un document volumineux, mais il est disponible ici au complet. Si vous souhaitez avoir une version résumée, on en a fait un aussi. Ça ressemble beaucoup à la présentation que je vous ai faite aujourd'hui. Il y a aussi la version anglaise du résumé qui est disponible. Il y a la brochure sur le paysage humanisé, qui est une page qui résume le projet, notre communiqué de presse, puis toutes les cartes qui viennent un petit peu plus détailler le territoire visé. Puis pour aller plus loin aussi, il y a le plan d'action pour la reconnaissance protection des collines montérégiennes qui est disponible. Ça, c'est le document qui est à l'origine du projet de paysage humanisé. Il y a le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, puis la documentation de la coalition des montérégiennes sont quand même un partenaire important du projet, puis la page sur le paysage humanisé du ministère de l'Environnement. Donc, si on passe maintenant au deuxième onglet sur la séance d'information, ça, c'est la séance d'aujourd'hui. En ce moment, vous y verrez l'événement d'aujourd'hui auquel vous participez, mais éventuellement, ça va être modifié. Ce sera une présentation en différé qui va être disponible ici. Le troisième onglet, permet d'accéder à un sondage. Donc, vous pouvez cliquer ici, puis il y aura un court sondage qui va apparaître. Donc, une quinzaine de questions ouvertes et fermées pour nous permettre de mieux comprendre ce que vous jugez d'intérêt ou les opportunités d'amélioration en lien avec le projet. Puis, le dernier onglet concerne les mémoires et commentaires écrits. Ici, vous pouvez venir en cliquant sur Déposer votre idée, venir téléverser un mémoire ou un commentaire écrit qui sera déposé à nos commissaires aux séances de janvier puis qui fera partie de notre rapport de consultation aussi. Vous pouvez aussi aller voir éventuellement ceux qui auront déposé des mémoires ici, puis interagir avec eux. Donc, il va y avoir un rapport qui va être aussi publié sur cette page-ci quand il va être constitué à la fin janvier. Donc voilà, ça faisait le tour pour la plateforme. Merci pour votre attention. On arrive maintenant à la période de questions. Mes collègues ont rassemblé les questions qui ont été posées dans le chat jusqu'à date, fait que je vais laisser Isabelle Maillot-Leduc nous les introduire. Oui, puis d'ailleurs, vous pouvez encore là, écrire les questions dans le chat si vous en avez. Donc, on va commencer, Laurence, avec une première question. Donc, il y a quelqu'un qui se demandait pourquoi le projet proposé ne s'étend pas aux 10 collines montérégiennes, mais seulement à 5 collines. Oui, bien, en fait, la CMM n'a que 5 collines sur son territoire. Puis nous, on va être les demandeurs auprès du ministère de l'Environnement. Donc, on n'a pas d'ascendant ou de légitimité à l'extérieur de notre périmètre. Donc, ça se prête pas à ça. Mais ils pourraient être inspirés par notre démarche, puis on pourrait faire du partage d'informations avec eux si jamais c'est le cas par après. Donc, les seules collines qui sont visées, c'est celles qui sont sur le territoire de notre organisation. Parfait. Je continue avec une deuxième question. Il y a quelqu'un qui voulait savoir comment vont se prendre les décisions en fait, les mesures là, qui vont se trouver, les mesures concrètes qui vont être adoptées éventuellement dans un plan de conservation. Comment ça va se décider tout ça? Qu'est-ce qui va se retrouver dans le plan de conservation? En fait, on a déjà commencé à mobiliser des comités locaux pour la demande de reconnaissance. En fait, ces comités-là comprennent les municipalités, les MRC, les organismes de conservation. Éventuellement, les grandes institutions vont aussi siéger sur ces comités-là. Ils vont être mobilisés à nouveau pour élaborer les plans de conservation. On va aussi faire des ateliers avec la société civile. On va ramener le projet en consultation publique un peu avec la même formule qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, il y aura plusieurs manières de pouvoir se prononcer par rapport aux interventions qui auront été ciblées dans le plan de conservation. Il y aura les comités, les ateliers ou la participation à nos séances publiques. Puis, éventuellement, les municipalités aussi vont émettre des résolutions d'appui au projet pour nous permettre d'aller déposer ça au ministère de l'Environnement.
Il y avait une question qui rebondissait là, sur cette question-ci, qui était à savoir si il y avait une intention de collaborer avec d'autres MRC pour d'autres collines. Donc, c'est en lien avec la première question qu'on a posée là, sur les 10 collines versus les 5 collines. Donc, je sais pas si tu peux nous dire un mot là-dessus. Oui, je comprends que c'est pour les MRC municipalités hors CMM, mais oui, avec plaisir, on pourra faire du partage d'informations, un partage de matériel. On pourra échanger sur la démarche, certainement. Donc, on pourra collaborer dans ce sens-là, puis on va offrir notre disponibilité. Parfait. Il y avait une question pour savoir s'il serait possible de partager les données géospatiales pour la délimitation du paysage humanisé. Donc, au MRC. Je pense que c'était quelqu'un d'une MRC ou de l'UPA qui posait cette question-là. Donc, quand il y a des besoins précis, est-ce qu'on peut partager ça? Oui, certainement. Mais il y a les cartes en ce moment, elles sont au format PDF. Donc, je comprends que c'est le format shapefile qui intéresse la personne ici. Donc, oui, juste nous écrire qu'on pourra faire le partage sans problème. Les MRC municipalités les ont déjà. Mais si c'est pas le cas, on va pouvoir les acheminer ici aux demandeurs. Il y avait aussi une question sur le mont Boulet qui se trouve sur l'île Sainte-Hélène, à savoir si, en fait, si on avait songé à intégrer le mont Boulet à cette demande de paysage humanisé, donc qui aurait été formé par la même montée de magma que les collines montérégiennes, mais bon, c'était la question, là, pourquoi le mont Boulet ne figurait pas. Peut-être, je te Ouais. laisserai. Le Mont Boulet, je vous avoue que je ne suis pas une très grande connaisseuse, mais c'est une toute petite colline. Puis il me semble qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas de milieu naturel attaché au Mont Boulet. Donc, nous, l'intérêt, c'est la protection des milieux naturels. Donc, s'il n'y en a pas au Mont Boulet, donc pour nous, ça perd un petit peu l'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas étendu le projet plus loin que ça, spécifiquement au Mont Boulet. Parfait. Attendez. Ce sera pas bien long. Je fais juste parce qu'ils arrivent au fur. Laurence, si je peux me permettre, il y a entre autres une question sur la période de 25 ans. Pourquoi est-ce que c'est pas une protection à perpétuité plutôt qu'une période de 25 ans? La période de 25 ans, c'est la période minimale. Nous, on est allé avec la période minimale, mais elle peut définitivement être reconduite aussi. C'est sûr que ça peut faire partie des commentaires et des suggestions que vous nous faites par le biais de la consultation publique en ce moment. Euh, on pourrait définitivement le modifier au gré des commentaires des citoyens, mais c'est le minimum, c'est 25 ans, puis ça peut être reconduit dans tous les cas. Sinon, c'est ça, on avait quelques questions particulières. Dans ce cas-ci, je vais vous inviter à nous contacter à l'adresse qui est écrite sur la diapositive ici, consultation en commercial cmm.qc.ca. Ça nous permettra de répondre vraiment à des questions qui sont qui ont besoin de plus de détails. Donc, à fournir tous les détails là, nécessaires pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Euh, je pense que ça fait. On a certains commentaires là également. On va prendre le temps vraiment de bien lire vos commentaires, puis ensuite pouvoir vous répondre. Si vous avez ici, pardon. On veut savoir quels seront les impacts
pour les propriétaires privés qui seront touchés par le périmètre, est-ce qu'il y aura des impacts, par exemple, au niveau de la réglementaire, donc pour les propriétaires privés sur ce qu'ils auront le droit de faire versus... Oui, c'est une bonne question. En fait, je l'ai abordé quand même sommairement tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'il va y avoir des modifications au règlement en vigueur. Là. On est en train de créer une aire protégée, donc ça fait partie du projet. Mais il faut quand même considérer qu'il y a quand même beaucoup de dispositions réglementaires applicables pour la conservation sur les collines montérégiennes en ce moment. Donc, ces dispositions-là pourraient, par exemple, être introduites dans le paysage humanité, puis ça ferait en sorte qu'une future administration ne pourrait pas faire de retour en arrière par rapport à ces dispositions-là qui sont en faveur de la protection de l'environnement. Aussi, on pourrait déployer de nouvelles mesures. On ne vise pas créer des nouveaux règlements, mais on pourrait amender les règlements existants. C'est sûr que là, sans plan de conservation, c'est difficile pour moi d'être spécifique sur le type de modification qui serait attendu, mais je peux vous donner en exemple le cas de l'île Bizarre. Eux, avec leur plan de conservation, sont allés interdire le prélèvement ou l'introduction d'espèces là, pour viser de pas qu'il y ait de prolifération d'espèces exotiques et ou envahissantes. Sont allés interdire certains usages qui sont manifestement incompatibles. Eux, ils parlaient, je pense, d'exploration pétrolière ou de certains usages industriels. On pourra aussi faire ça avec le paysage humanisé, puis c'est avec le type de milieu puis d'usage qu'on vise en ce moment. Pour les propriétaires, ce serait sans impact vu que dans l'espace visé, on a surtout des activités récréotouristiques puis des activités agricoles. Sinon, à l'Île-du-Nord, il parlait aussi, par la voie réglementaire, de régir le contrôle d'insectes piqueurs, mais ils n'ont pas touché aux pesticides en milieu agricole. Tout ce qu'ils ont fait, c'est un registre de déclaration volontaire, pardon, pour faire du monitoring. Donc, c'est un peu à quelque chose comme ça qu'on pourrait s'attendre comme modification réglementaire. Fait que pour les propriétaires, en ce moment, c'est surtout l'accompagnement vers les mesures de conservation qui va être la grosse différence. Puis on veut savoir aussi s'il va y avoir certaines mesures de soutien, par exemple pour les villes qui voudraient davantage protéger là, les patrimoines naturels, culturels, paysagers, donc dans l'enceinte du paysage humanisé. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous rappeler peut-être le plan de conservation qui va nous permettre d'avoir justement de déterminer les mesures de soutien, là? Oui, mais le plan de conservation va être co-créé, fait qu'on on va écouter les besoins de chaque milieu, puis ça se peut en fait, et certainement qu'il va y avoir des différences d'une colline à l'autre dans le programme qu'on va proposer dans le plan de conservation. Il pourra y avoir des mesures de financement aussi qui seraient concordantes aux actions qu'on va déterminer. Donc ça va être aussi un plus intéressant là, pour nos partenaires administratifs dans le projet. OK. Puis, est-ce qu'on pourrait voir, tu sais, on nous demande là, si ça va être encore possible de développer les terrains non bâtis, par exemple, est-ce qu'on pourrait voir du développement industriel ou du développement résidentiel là, dans le périmètre du paysage humanisé? C'est sûr que le développement à grande échelle, c'est pas souhaitable dans une aire protégée, mais un développement ponctuel à l'échelle où on travaille, on n'ira pas régir ça. Donc, ça va être juste le cadre réglementaire qui va être applicable. Donc, on va regarder, ça va être les usages compatibles qui vont être dans le fond, la réponse à cette question-là. Donc, le règlement de zonage qui va être applicable va donner le cadre par rapport au développement. Donc, oui, ça va être possible de continuer de développer à petite échelle en concordance avec les usages qui sont autorisés. Euh, Parfait. Ici, est-ce qu'on pourrait penser à des projets entre les collines montérégiennes ou en ce moment, on parle vraiment de la connectivité à l'intérieur du périmètre du paysage humanisé, là? C'est une très bonne question. Ça va être une question à soumettre aux gens qui vont collaborer au développement du plan de conservation. C'est sûr que la connectivité, ça fait l'objet de beaucoup de discussions déjà. C'est sûr que si on est capable de développer un projet qui améliorerait la connectivité à l'échelle du Grand Montréal, on serait intéressé à le développer. Donc, on va voir avec nos comités qu'on va mettre en place au plan de conservation, comment est-ce qu'on pourrait rendre concrète cette aspiration-là.
Parfait. Puis peut-être, là, je terminerai, là, ça commence à se ralentir, là, les questions qu'on reçoit. Je finirai peut-être avec cette question-là là, qui a trait à une question qui nous a été précédemment posée là, sur les collines hors CMM. On veut savoir si il y a une intention de faire des démarches pour sensibiliser les responsables des autres collines sur les territoires hors CMM ou est-ce que c'est pas à l'agenda, là? Pour le moment, c'est pas encore à l'agenda, c'est pas exclu. Peut-être est-ce que si eux nous sollicitent pour avoir plus d'informations, on pourra coordonner des rencontres, mais pour le moment, c'est pas dans nos plans. Ben, je te remercie, Laurence. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Si on n'a pas répondu à votre question, je le répète là, vous avez l'adresse courriel ici pour nous soumettre votre question. Ou si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas aussi à écrire à consultation à commercial cmm.qc.ca, puis on pourra vous répondre. Voilà, je pense que ça a été, Laurence, tu bien répondu à nos multiples questions, puis ça a été une belle présentation. J'espère que les gens y comprennent mieux aujourd'hui l'intérêt du projet, puis iront participer là, soit à notre sondage ou déposer des commentaires écrits ou des mémoires. Et voilà. Merci pour votre présence. On vous souhaite une bonne fin de journée, puis on espère pouvoir vous lire par le biais de vos réponses sur notre plateforme.